Trois paradigmes d'état d'urgence sanitaire. Nous vivons aujourd'hui dans un état particulier qui a été désigné par le gouvernement français comme un état d'urgence sanitaire. C'est une situation exceptionnelle, extraordinaire, mais ça n'est pas tout à fait inédit dans notre histoire. Dans un texte qu'il écrit et prononce en 1977 au Brésil sur les origines de la médecine sociale, Foucault note en effet que dès le Moyen-Âge, les villes européennes et françaises avaient mis au point ce qu'on appellerait aujourd'hui un plan d'urgence pour faire face à de grandes épidémies. Ce plan d'urgence prévoyait un certain nombre de mesures et de dispositions que Foucault détaille. Mesures suivantes. 1. Toutes les personnes devaient rester chez elles pour être localisées en un lieu unique, chaque famille dans son foyer et si possible chaque personne dans sa propre chambre, personne ne devait bouger. 2. La ville devait être divisée en quartiers placés sous la responsabilité d'une personne spécialement désignée. Il s'agissait donc d'un système de surveillance qui compartimentait et contrôlait la ville. 3. Ces surveillants de rue ou de quartier devaient présenter tous les jours un rapport détaillé sur tout ce qu'ils avaient observé. 4. Ces inspecteurs devaient passer chaque jour en revue toutes les habitations de la ville, notamment pour dire si les malades étaient encore vivants ou s'ils étaient morts. Ce type de politique sanitaire mise en place pour faire face à la peste, Foucault le contraste avec un autre grand modèle d'organisation politico-sanitaire, à savoir celui qui était mis en place pour faire face à la lèpre. La lèpre, pour la combattre, on ne confinait pas tout le monde chez soi, mais on visait spécialement les malades lépreux et on les expulsait de la ville, on les excluait dans ce qu'on appelait des léproseries, qui étaient des établissements donc spécialement dédiés aux lépreux, situés à l'extérieur de la ville, et où les lépreux devaient passer toute leur vie, puisque c'était une maladie incurable. Donc on avait là deux grands paradigmes, deux grands modèles de stratégie politico-sanitaire, le modèle de la peste et le modèle de la lèpre. Alors, les analyses de Foucault sont parfois utilisées pour mettre en cause toute forme de surveillance médicale, de traitement différencié des populations, toute mesure radicale prise pour faire face à des épidémies, voire toute politique de santé participant d'un tentaculaire et moderne pouvoir sur la vie. Mais on voit dans ce texte que certaines des mesures de santé publique sont d'une part antérieures à la politique moderne, à l'État moderne, et d'autre part, on voit qu'on ne saurait rabattre ces plans d'urgence sur leur seule dimension de contrôle social. Bien sûr, c'était des formes de contrôle, mais qui avaient aussi pour but de sauver des vies, et c'était leur visée première. Il faut rappeler que la peste noire a tout de même tué en Occident, entre 1330 et 1360, entre 40% et 70% de la population. Alors, sans avoisiner ces chiffres, le laisser-faire prôné face au coronavirus par certains dirigeants, disons populistes de droite, pro-business, comme Trump, Ben Johnson ou aujourd'hui encore Bolsonaro, est sciemment un laisser-mourir, c'est-à-dire qu'on prévoit qu'un certain nombre de personnes meurent, mais qu'une immunité de groupe se constituera, et donc que l'on répondra ainsi, sans interférer dans l'économie, à la menace sanitaire, mais au prix de beaucoup de victimes. Alors, si l'on en vient justement au présent, on peut dire très grossièrement qu'on constate aujourd'hui qu'il existe au fond deux grandes stratégies médico-politiques face à l'épidémie de coronavirus, et que ces deux stratégies semblent prolonger ou reprendre respectivement les deux paradigmes que j'évoquais. D'un côté, le confinement. Bon, le confinement, c'est en un sens la reprise de cette stratégie d'immobilisation de chacun où il est, à quoi s'ajoute une surveillance pour éviter la circulation des individus et avec eux du virus. Surveillance qui peut d'ailleurs prendre une forme tout à fait tatillonne, voire délirante, mais je laisse cela de côté. D'un autre côté, le traçage ou tracking,
qui s'inscrit plutôt dans le sillage de la stratégie qui vise à repérer certains individus, les malades, et à mettre hors circuit ces individus que l'on va isoler pendant un temps pour tenter de les guérir et pour faire en sorte qu'ils ne contaminent pas d'autres personnes, et dont on va aussi reconstituer les rencontres, les contacts pour repérer d'autres malades qu'à son tour on isolera, etc. Alors, on voit que le confinement a une certaine parenté avec, en quelque sorte, la politique de la peste, et le traçage, mis à l'écart des malades et de leurs contacts, a plutôt quelque chose d'une politique de la lèpre. Mais comme toutes les analogies historiques, celles-ci ont évidemment leurs limites. D'une part parce qu'aujourd'hui, les deux stratégies se combinent parfois, hein, le confinement, le traçage, les tests, comme on le voit en Allemagne. Et de toute façon, ces stratégies présentent aussi des différences avec ces prototypes. Le traçage des malades ne vise pas à les mettre définitivement à l'écart, alors que la lèpre était une maladie incurable, et le confinement actuel n'est pas poussé jusqu'à une immobilisation totale des individus, même si on s'en est approché à certains moments en Chine. Dans ces modalités occidentales, en France, on prévoit que des sorties sont possibles pour aller faire des courses. Il y a bien sûr le jogging controversé, etc. Alors on pourrait trouver et énumérer d'autres différences importantes parce qu'au fond, chaque épidémie a certainement ses spécificités médicales, virales, etc. Et elle advient dans des coordonnées à la fois politiques et techniques différentes. La pandémie actuelle est sans doute, en ce sens, en train de susciter l'apparition d'un nouveau, disons d'un troisième paradigme, si en fait il y en aurait bien d'autres que l'on pourrait citer, avec les expériences du sida, de la grippe aviaire, etc., qui ont donné lieu à des innovations dans les politiques de santé. De plus, ces pratiques exceptionnelles, ces organisations différentes de l'état d'urgence sanitaire, constituent aussi des défis différents, des mises en cause ou entre parenthèses de certaines dimensions fondamentales, de certains principes de la vie démocratique. Suspension provisoire, du moins, est-ce là justement un des enjeux actuels au plan politique. On peut dire que le confinement constitue bien sûr une suspension radicale de la liberté. Liberté de mouvement, liberté de circulation, liberté de réunion. C'est une mesure qui s'applique en principe à tous et qui a donc un caractère formellement égalitaire. Même si dans les faits, il a été un grand révélateur d'inégalités, justement dans les degrés d'exposition au virus selon les professions plus ou moins exposées au contact physique ou susceptibles de basculer en télétravail, etc. Professions intellectuelles, par exemple, moins exposées, et professions de soins ou de caissières, etc., évidemment très exposées. De son côté, le traçage est moins coûteux pour la liberté de tous, pour la liberté de la plus grande part de la population, qui continue ses activités, éventuellement masquées, mais en revanche, cette pratique atteint le principe de l'égalité. Les individus contaminés sont, en Corée du Sud par exemple, non seulement suivis, mais signalés par géolocalisation. Chacun peut les repérer par des mesures de géolocalisation et donc les éviter. Leurs contacts sont systématiquement investigués, interrogés, testés, avec des risques ici, bien sûr, de discrimination, mais aussi de stigmatisation, de phobie, d'exclusion de la société qui rappelle le spectre de la lèpre. Alors, je ne prétends pas du tout apporter des réponses ou des solutions aux politiques sanitaires, je n'ai aucune compétence virologique, et je ne prétends pas juger de l'efficacité, de la pertinence de ces stratégies politico-médicales. Mais je pense que dans un cadre démocratique, justement, cette appréciation ne peut pas être le seul fait des autorités scientifiques et médicales, scientifiquement compétentes. Pas plus qu'elle ne peut être le seul fait des autorités politiques ou du souverain, du chef de l'État ou du gouvernement. Les scientifiques ont évidemment un rôle essentiel d'information
et de conseil, ils doivent éclairer la décision politique, et celle-ci, en période exceptionnelle, tend à se resserrer dans les mains du pouvoir exécutif. Mais les dimensions et les effets de ces décisions affectent des aspects fondamentaux de la vie démocratique, si bien que les différentes stratégies possibles, la question de la proportionnalité des mesures par rapport à la menace, le caractère évolutif de la connaissance scientifique et médicale acquise au fur et à mesure de l'expérience sur le virus, tout cela constitue un ensemble de coordonnées complexes qui doivent être exposées, débattues, avec des perspectives diverses, pas seulement politiques, pas seulement médicales, mais aussi psychologiques, économiques, éthiques, etc. Le souci de la santé publique doit sûrement avoir un caractère prioritaire, le souci d'éviter un grand nombre de victimes, mais les principes politiques et juridiques doivent aussi toujours être défendus, les coûts économiques et sociaux des mesures envisagées ou appliquées doivent être aussi pris en compte, et pas seulement par le truchement des organisations patronales. Le passé aussi peut nous éclairer, quel que soit le degré de nouveauté de l'événement que nous vivons actuellement. Selon un mot d'un historien du XIXe siècle, que cite souvent Foucault, dans nos sociétés modernes sécularisées, la santé a remplacé le salut. La santé a pris la place qu'occupait le salut dans l'organisation des sociétés médiévales et autres. C'est bien compréhensible, moins on croit en une vie après la mort, en un salut surnaturel, plus cette vie terrestre, immanente, devient notre horizon exclusif. Alors il me semble qu'il faut être un peu grand seigneur pour traiter ce souci de la vie, de la survie, de la santé comme une chose méprisable, comme une préoccupation petite bourgeoise ou je ne sais quoi. Mais il faut sûrement aussi veiller à ce qu'au nom de la santé constituée en absolu, on ne nous demande pas de renoncer à ce qui a été formulé à la Renaissance dans ces cités-États italiennes qui ont été récemment si sévèrement atteintes par le coronavirus, comme la définition même de la politique au sens plein, vivre libre dans une cité libre.